L'anime commence en expliquant que les chasseurs de bibliothèques dans la capitale de l'Empire sont devenus des stars à part entière. Leur mission principale est d'explorer des ruines anciennes appelées les coffres de l'héritage, dispersés à travers le monde et regorgeant d'artefacts précieux. Ceux qui parviennent à rapporter ces trésors obtiennent à la fois richesse et honneur, mais leur vie est toujours en danger. Pendant ce temps, dans une ville animée, de nombreux chasseurs font la file, impatients de rejoindre un clan. Le clan First Step organise une session d'entretien, où les clans fonctionnent comme des guildes pour des groupes. Et les chasseurs solitaires doivent rejoindre un groupe pour progresser vers des niveaux supérieurs. Parmi ces chasseurs se trouve un homme nommé Cry, qui hésite à former un groupe, préférant partir à l'aventure seul. Soudain, une femme nommée Ruda, debout derrière lui, entame une conversation et invite avec enthousiasme Cry à faire équipe. Elle explique que ses aventures en solo ont été difficiles, en particulier lorsqu'elle s'est attaquée au temple de l'antre du loup blanc. Espérant rejoindre un groupe de haut niveau, elle est venue ici pour chercher à intégrer un clan. De nulle part, un homme musclé rejoint leur conversation. Inconnu de lui, il fait immédiatement un commentaire moqueur sur le statut de niveau 3 de Ruda, sous-entendant qu'elle n'a aucune raison de se comporter comme si elle était supérieure. Alors que les tensions montent, Cry recule, ne voulant pas prendre part à leur dispute. Il estime qu'il est inutile de se disputer avec des inconnus pour des futilités. Ruda, cependant, saisit sa dague, obligeant le personnel à intervenir avant que l'altercation ne dégénère. Si le chef du clan à l'intérieur venait à le découvrir, les deux seraient disqualifiés de la sélection. À l'intérieur, la pièce est animée et Ruda commence à se sentir épuisé. C'est sa première expérience dans une salle de recrutement. Cry, en revanche, y est venu 5 fois auparavant, ce qui donne à Ruda l'impression d'être un peu hors de son élément. Curieuse, Ruda demande à Cry qui sont les individus qui se démarquent dans la foule. Cry explique alors qu'il s'agit des Fils de l'Esprit Saint, un groupe renommé dirigé par Arc-Brave, connu pour avoir exploré un coffre de l'héritage de niveau 7. La figure la plus remarquable parmi eux est leur leader, Arc-Rodin, un chasseur charismatique. Selon les rumeurs, toute personne remarquée par Arc-Rodin a le potentiel de devenir un chasseur accompli. C'est la première fois que Cry les voit ici. Ruda remarque ensuite une chaise vide dans un coin de la pièce et se demande à quel clan elle appartient. Cry reste silencieux, ne donnant aucune réponse. Soudain, Greg, l'homme musclé d'avant, prend la parole, disant que la chaise appartient au fondateur du clan First Step. Le groupe du fondateur, connu sous le nom des Esprits Lamentants, est arrivé dans la capitale il y a quelques années et est depuis devenu légendaire pour ses membres talentueux. C'est la première fois que les Esprits Lamentants installent un stand pour recruter de nouveaux membres, attirant des chasseurs de partout. Au milieu de la foule agitée, un jeune homme arrogant fait une entrée tapageuse, exigeant de savoir où se trouve le groupe des Esprits Lamentants. Bien qu'il ne soit qu'au niveau 4, il agit comme s'il était déjà au sommet. Peu de temps après, une femme nommée Tino apparaît et lui bloque le chemin. Lorsqu'il tente de la confronter, un autre membre du personnel retient Tino, mais elle insiste sur le fait qu'elle est la seule digne de rejoindre les Esprits Lamentants. Le jeune homme, tout aussi déterminé à ne pas reculer, la défie en duel. La foule commence rapidement à se disperser pour faire place alors que Tino et le jeune arrogant se préparent à leur duel. Sentant les ennuis arriver, Cry incite Ruda à partir, avertissant qu'il pourrait être dangereux de rester. Pendant ce temps, Tino et le jeune homme dégainent chacun leur épée. Alors que Cry se dirige prudemment vers la sortie, Tino ressent soudain une aura familière. Elle réalise qu'elle appartient à Cry. Cependant, juste au moment où le jeune homme arrogant se précipite sur Tino, elle l'ignore et bloque plutôt le chemin de Cry. Il s'avère que Cry est en réalité un maître. Peu après, Arc arrive et réprimande Cry pour son retard. Puisque le maître et le leader du clan des Esprits Lamentants sont enfin arrivés, Arc considère qu'il n'est plus nécessaire de retarder davantage. À la surprise générale, Cry est révélé comme le chef du clan le plus fort. La foule est stupéfaite, personne ne s'attendait à ce que cet homme apparemment ordinaire soit en réalité un chasseur de niveau 8 extrêmement talentueux, le célèbre Cry. L'histoire fait ensuite un retour en arrière de quelques années. À l'époque, le groupe de Cry avait quitté la capitale et commencé à conquérir des coffres de l'héritage de niveau débutant. Lors d'une mission, Cry a failli être attaqué par un monstre, mais son coéquipier Luke l'a rapidement abattu. Ses amis croyaient que Cry avait délibérément agi comme un pas pour rendre le monstre plus facile à vaincre, bien que Cry n'ait en fait pas été conscient du danger derrière lui. Les 6 partageaient alors le rêve de devenir chasseurs, mais il existait un écart important de compétences entre Cry et ses amis. Ces derniers possédaient des capacités remarquables, tandis que Cry se sentait simplement moyen, une différence qu'il était le seul à remarquer. Cry pensait que ses amis ignoraient cet écart parce qu'ils étaient bienveillants, mais il se sentait coupable et ne voulait pas être un fardeau pour eux. Finalement, il décida de quitter le groupe. Lorsque Cry annonça son intention de partir, ses amis réagirent à peine.
Au lieu de cela, Luke commença à parler de la manière dont leur groupe manquait encore d'un leader. Confus, Cray se retrouva désigné comme chef plutôt que d'être autorisé à prendre sa retraite, malgré son désir de quitter la chasse prématurément. De retour dans le présent, Greg et Ruda sont stupéfaits d'apprendre que Cray est le maître du First Step. Pendant ce temps, Ark taquine Cray pour son arrivée tardive, mais Tino empêche Ark de s'approcher de Cray. Ark loue alors Cray pour s'être fondu dans la masse à son arrivée, pensant que c'était une tactique astucieuse pour observer les chasseurs prometteurs dans la foule. En réalité, Cray n'était en retard que parce qu'il s'était levé tard. Tino continue de chasser Ark en colère, ce qui est compréhensible puisque, bien qu'elle ne soit qu'au niveau 4, Tino est la disciple de Liz, l'un des membres du groupe de Cray. Ark demande ensuite à Cray ses observations, espérant qu'il ait repéré un chasseur talentueux à recruter. En entendant cela, la foule devient encore plus enthousiaste. Ark précise qu'il ne veut recruter qu'une seule personne et qu'il fait entièrement confiance au jugement de Cray, ce qui signifie que quiconque Cray recommande sera accepté sans question. Tino semble confiante, certaine que Cray va la choisir, mais le jeune homme arrogant de tout alors s'avance de nouveau. Avant que Tino ne commence une autre dispute, Cray commence à interroger le jeune homme, qui se présente sous le nom de Gilbert, un chasseur de niveau 4. Bien que Cray ne soit pas totalement convaincu du potentiel de Gilbert, il fait confiance à Ark, qui est compétent et pourra entraîner le jeune homme, qui pourrait s'avérer utile un jour. En vérité, Cray manque de capacité pour évaluer réellement le talent et se contente de deviner dans ses décisions. Enfin, Cray s'adresse aux participants rassemblés et leur demande quelle est la qualité la plus essentielle pour un chasseur, la résilience. Au cours de sa carrière, Cray prétend n'avoir jamais perdu un combat. En réalité, il n'a jamais perdu car il combat rarement, son rôle s'est surtout limité à être un fardeau pour l'équipe. Puis, Cray retire l'une de ses bagues et déclare que quiconque parviendra à la récupérer recevra sa recommandation pour rejoindre le groupe d'Ark Brave. Dès qu'il lance la bague, la foule se précipite, provoquant un chaos où chacun essaie de s'en emparer. Au milieu de la cohue, Cray sort discrètement de la pièce, complètement indifférent. Le lendemain, le nom de Cray fait la une des journaux en raison du désordre qu'il a causé, ayant même conduit à une explosion sur les lieux. Heureusement, il n'y a eu aucune victime civile. Cependant, Cray ne ressent aucune culpabilité et suggère même qu'Ark couvre les frais des dégâts. Par conséquent, Cray est convoqué par l'association des chasseurs pour faire face aux conséquences. Bien qu'il soit réticent à y aller sans escorte, craignant d'être attaqué en chemin, Cray décide finalement de se présenter au bureau de l'association. À son arrivée, Cray s'agenouille immédiatement et s'excuse avec une humilité exagérée, laissant Gark, le chef de l'association, incertain de sa réaction. Les explications de Cray paraissent peu convaincantes, mais Gark ordonne à son personnel de lui remettre un livre. Cray suppose qu'il s'agit d'une forme de punition. En réalité, le livre est une liste de missions pour chasseurs, remplie de tâches difficiles, avec une faible rémunération, de longues heures et des risques élevés. Connu parmi les chasseurs comme le livre des punitions, il est réputé pour ses missions éprouvantes. Cray proteste, mais intimidé par Gark, il finit par choisir ce qu'il considère comme la mission la plus facile, une mission de sauvetage de niveau 3. Il prévoit de la confier à Ark. À l'insu de Cray, Gark pense que cette mission lui convient parfaitement, mais il est surpris que Cray ait choisi l'une des tâches les plus dangereuses. Peu après, au siège du clan, Cray est déçu de constater qu'Ark est indisponible, étant appelé par un noble. À ce moment, Tino tente d'attirer l'attention de Cray. En conséquence, Cray lui demande si elle est disponible, et Tino répond avec enthousiasme, déclarant qu'elle est prête à tout pour son maître. Cependant, dès que Cray mentionne que la tâche vient de l'association, l'enthousiasme de Tino disparaît, et elle essaie de s'éclipser. Cray utilise alors un artefact, la chaîne du chasseur, pour capturer Tino réticente, sachant qu'il aura besoin d'au moins 2 personnes pour cette mission. Tino espérait accompagner Cray dans cette tâche, mais Cray a déjà prévu un autre membre pour l'équipe. 6 ans plus tôt, Cray et ses amis avaient visité le siège de l'association des chasseurs pour la première fois. Rempli de doutes, Cray avait suggéré qu'il se retire, mais aucun d'entre eux n'était d'accord. À cause de cela, Luke entra immédiatement, se vantant d'être le meilleur épéiste, tandis que Liz proclamait fièrement être la plus grande voleuse du monde, laissant Cray, traînant derrière eux. Au comptoir d'enregistrement, Luke cherchait toujours un défi, tandis que Cray, le plus calme du groupe, se sentait désolé pour la réceptionniste. Visiblement habitué à gérer des personnages excentriques. Incertain sur le nom ou l'emblème de leur groupe, Cray proposa soudainement un mandeuil avec un crâne comme emblème. Ses amis rejetèrent instantanément l'idée, trouvant que cela ressemblait plus à une marque de méchant qu'à celle d'un héros. Profitant de leur réaction, Cray suggéra qu'ils quitteraient le groupe s'ils estimaient qu'il était inapte à être leader. En entendant cela, ses amis cédèrent rapidement et louèrent même le choix de Cray, donnant ainsi naissance au groupe des Âmes en deuil.
De retour au présent, Greg est toujours choqué d'apprendre que Cry est le maître du clan First Step et porte le titre de 1000 tours. Un titre prestigieux attribué par l'association aux chasseurs les plus forts. Ce titre est très convoité, mais Gilbert est furieux, croyant qu'une personne aussi humble que Cry ne mérite pas un titre aussi impressionnant. Tino, irrité par l'attitude de Gilbert, le trouve difficile à gérer, tandis que Cry reste calme au milieu du tumulte. Cry leur demande alors s'ils sont prêts à partir en mission ensemble. Encore agacé, Gilbert déteste recevoir des ordres de quelqu'un qu'il considère comme faible, allant même jusqu'à se vanter qu'il pourrait battre Cry en duel. Si Gilbert ne peut pas respecter Cry, il vaut mieux qu'il renonce à la mission. Confiant que Tino, Greg et Ruda suffiront pour mener à bien la mission, Cry dit à Tino qu'elle peut recruter d'autres membres du clan si nécessaire. Bien que Tino espérait que son maître l'accompagnerait. Alors que Cry se prépare à partir, Gilbert, refusant de céder, le défie en duel. Cry accepte le défi à condition que Gilbert combatte d'abord Tino. Contre toute attente, Tino, désireuse de défendre son maître, accepte avec enthousiasme. Sur le terrain d'entraînement, Tino essaie d'attirer l'attention de Cry, mais il ne remarque pas ses efforts, même lorsqu'elle exhibe sa souplesse. Pendant ce temps, Gilbert est totalement concentré, déterminé à affronter Cry après avoir vaincu Tino. Confiante après ses échauffements, Tino prévoit de retenir ses coups pendant le duel, certaine qu'elle ne perdra pas même si elle est désarmée, comptant uniquement sur ses capacités naturelles. Elle sait toutefois qu'elle pourrait être désavantagée si Gilbert utilise son épée enchantée et puissante. Cependant, Gilbert, trop fier pour se battre avec une femme armée, insiste sur le fait qu'il n'en a pas besoin. Tino est ravie, pensant que si elle gagne, Cry lui offrira une glace. Elle frappe alors rapidement Gilbert au sol, débordante de fierté. Cependant, Gilbert se relève et avance de nouveau, semblant risquer sa vie face aux capacités redoutables de Tino. Dans un véritable combat, Tino pourrait facilement vaincre Gilbert, d'autant plus qu'elle vénère Cry comme un dieu épris pour lui. Elle avait même l'habitude de lui offrir de petits cadeaux en guise d'offrande. En entendant cela, Cry est perplexe, se demandant pourquoi ces cadeaux ne lui sont jamais parvenus. Frustré, Gilbert trouve agaçant d'être sermonné par Tino, dont la fierté découle de l'influence de Cry, bien que ce dernier ne comprenne pas de quoi elle parle. Pendant ce temps, Greg et Ruda sont impressionnés, réalisant que les membres de First Step possèdent des compétences vraiment exceptionnelles. Tino défie alors Gilbert de récupérer son épée s'il souhaite continuer, mais sa fierté l'en empêche. Cry suppose alors que Gilbert a peut-être quitté son ancien groupe parce que ses compétences étaient trop élevées. Surpris, Gilbert est stupéfait que Cry ait pu deviner son passé malgré leur brève rencontre. Cry explique qu'il comprend ce sentiment, car dans son propre groupe, personne n'a jamais rejeté qui que ce soit, ou plutôt, ses amis ne lui ont jamais permis de quitter l'équipe. À cause de cela, Gilbert commence à comprendre pourquoi Cry a tant de tours dans son sac, même s'ils viennent à peine de se rencontrer. Curieux au sujet de l'épée enchantée de Gilbert, Cry lui donne un léger coup de pied, provoquant une éruption de flammes jaillissant de la lame. Fasciné par sa puissance, Cry loue la qualité de l'arme. Émerveillé, Gilbert observe, lui qui n'a jamais réussi à activer les flammes de l'épée. Finalement, Gilbert reconnaît Cry comme la personne la plus forte du monde. La scène change ensuite pour expliquer que, dans ce monde, une substance appelée mana matériel existe partout, bien qu'elle soit invisible. Cette matière est concentrée dans des Legacy Vaults, les rendant à la fois magnifiques et dangereux. De nombreuses nations ont tenté d'étudier les lois qui régissent ces lieux, mais leur compréhension reste limitée. L'un des Legacy Vaults que Tino et son équipe exploreront s'appelle le repère du loup blanc. Autrefois habité par des meutes de loups monstrueux. L'endroit est désormais peuplé de loups fantômes couverts de sang, des vestiges dangereux des anciennes chasses qui ont conduit à l'extinction des vrais loups. Cry, qui craint en réalité ces lieux, se renseigne sur ce vault malgré le fait qu'il y ait envoyé son équipe junior. Il se sent néanmoins rassuré, car il s'agit seulement d'un vault de niveau 3. Pendant ce temps, sa secrétaire, Eva, lui demande comment il a pu manier l'artefact de Gilbert avec autant de facilité. Cry explique que c'est un artefact facile à utiliser, que même une personne ordinaire pourrait manier. Il suggère que Gilbert manque simplement de compétences pour l'utiliser correctement, bien qu'il s'agisse d'un artefact rare. Cela soulève une question. Cry pourrait-il être plus puissant qu'il n'en a l'air? Pendant son temps libre, Cry nettoie sa bague artefact et envisage même d'acheter une épée comme celle de Gilbert. Eva, exaspérée par l'habitude extravagante de Cry de collectionner des artefacts, fait remarquer ses dépenses. Cry insiste cependant qu'il n'a pas encore une épée comme celle de Gilbert. Bien qu'il soit un peu dépensier, Cry utilise son propre argent. Dans le clan des Grieving Souls, toutes les commissions sont partagées équitablement, donc même ceux qui contribuent moins, comme Cry, reçoivent une part équitable. Ne voulant plus se faire gronder par Eva, Cry demande la permission de recharger son artefact,
mais pas par lui-même. Soudain, l'homme chargé de la recharge des artefacts mentionne un fantôme dangereux qui est récemment apparu sur l'autoroute Nord, massacrant un groupe d'escorte de niveau 3. Les témoins le décrivent comme un fantôme ressemblant à un loup, probablement issu du repère du loup blanc. Une autre femme ajoute que cette apparition pourrait être due à une augmentation de la population dans le Vault, poussant certains fantômes à sortir dans le monde extérieur. Inquiet pour Tino et son équipe, Cray réalise que ce fantôme pourrait en effet provenir du repère du loup blanc et représenter une menace pour leur mission. Il y a aussi des nouvelles d'un groupe de niveau 5 porté disparu dans le même Vault, que l'équipe de Tino est chargée de retrouver. En examinant attentivement la fiche de la mission, Cray remarque des anomalies dans l'attribution. Essayant de rester optimiste, il se rassure en se disant que son équipe sera en sécurité, surtout avec l'artefact puissant de Gilbert, bien qu'il sache qu'il est déchargé après un usage précédent. Pendant ce temps, en route, Tino et son équipe commencent à ressentir une atmosphère inquiétante, particulièrement Greg, qui sent que quelque chose ne va pas. Avant de partir, Tino avait demandé à son équipe de rédiger leur testament, une précaution compte tenu de la dangerosité de la mission confiée par Cray. Réalisant le vrai danger, le groupe devient nerveux. Mais Tino essaie de les calmer en insistant sur le fait que leur maître, Cray, a tout planifié soigneusement, y compris la composition de l'équipe. Au début, certains membres doutent de sa confiance, mais en se rappelant l'impressionnante intuition de Cray concernant le passé de Gilbert, ils retrouvent leur foi. Tino reste optimiste, croyant que tout cela fait partie de la stratégie bien pensée de Cray et qu'ils s'en sortiront. Leurs craintes se confirment cependant lorsqu'ils sont soudainement confrontés à un loup fantôme qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Il manie des armes et porte une armure. Les membres du groupe se sentent immédiatement intimidés, réalisant que cette mission est bien plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé. Ailleurs, inquiet pour la sécurité de Tino et de son équipe, Cray décide d'intervenir pour leur prêter main forte. Il se rend dans sa salle secrète et commence à chercher dans son inventaire un artefact adapté à la mission. Pendant ses recherches, il se souvient d'un vault voisin qui pourrait contenir quelque chose d'utile. Après avoir rassemblé son équipement, Cray sort discrètement de sa salle secrète, mais ses actions sont rapidement remarquées par Eva. Bien qu'Eva soupçonnait que Cray était inquiet pour Tino et son équipe, Cray tente de minimiser la situation, affirmant qu'il ne fait qu'une simple promenade. Eva, cependant, est plus intéressée par le pendentif que Cray porte, un artefact de Slim nommé Citri, qui est en réalité interdit par le gouvernement. Comme toujours, Cray feint l'ignorance à propos de cette restriction. Faisant ses adieux à Eva sous le prétexte d'une promenade, Cray active sa cape artefact. Malheureusement, il laisse tomber un sac rempli d'artefacts sans s'en rendre compte et continue son chemin. Eva se rappelle alors avoir entendu parler de cette cape artefact que porte Cray. Elle avait autrefois provoqué une controverse en raison de l'absence totale de dispositifs de sécurité, étant considérée comme un objet défectueux et dangereux. Par conséquent, Eva ne peut qu'espérer que Cray ne rencontre aucun problème à cause de cela. Dans un bref flashback, on revient au début du groupe de Cray, Grieving Soul, lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois dans la capitale. À cette époque, Luke était contrarié après avoir brisé son épée légendaire. Pendant qu'ils discutaient du monstre cyclope qu'ils venaient de vaincre, un homme les avait interrompus, dénigrant les capacités de leur groupe. En réponse, Liz et Citri lui avaient montré la tête du cyclope en guise de preuve de leur succès. L'homme, immédiatement choqué, avait réalisé que ce jeune groupe était bien plus redoutable qu'il ne le pensait. De retour au présent, Tino et son équipe ont finalement réussi à vaincre le loup monstrueux. Ruda, la membre la moins expérimentée, est émerveillée, ne s'attendant pas à rencontrer une créature aussi puissante dans un vault de niveau 3. Elle pense que leur victoire est davantage due à leur force collective qu'à leurs compétences individuelles. Greg se demande alors pourquoi Gilbert n'a pas utilisé la magie de feu de son épée, ce à quoi Gilbert réalise que son épée ne contient plus de mana. Cela a du sens, puisque Cray avait vidé son énergie plus tôt, et elle n'avait pas été rechargée. À ce moment-là, Ruda et Greg suggèrent de battre en retraite, mais Tino refuse. Elle insiste sur le fait qu'elle ne suivra que les ordres de Cray, convaincue qu'il a une raison spécifique pour avoir envoyé ce groupe particulier en mission. En approchant du repère du loup blanc, Tino et son équipe remarquent plusieurs monstres armés. Gilbert propose de charger pour gagner du temps, offrant même de servir d'appât. Cependant, en tant que leader responsable, Tino refuse de sacrifier un membre de son équipe. Elle affirme avoir un meilleur plan et est déterminée à ne laisser personne devenir une victime. Pendant ce temps, en chemin pour rejoindre le groupe de Tino, Cray admet discrètement que, pour lui, la sécurité de Tino est la priorité absolue, même si cela signifie risquer les autres membres. Peu de temps après, Tino et son groupe pénètrent enfin dans le Vault. Bien qu'ils sachent que leurs ennemis ici sont beaucoup plus forts, Tino croit que leur avantage réside dans leur travail d'équipe, une chose que les monstres n'ont pas. Malgré les vagues apparemment interminables de monstres,
Tino reste confiante, sachant que Cray a soigneusement sélectionné chaque membre. En observant son équipe, Tino remarque que les capacités de Gilbert correspondent à son discours assuré, tandis que Greg, plus expérimenté, s'adapte rapidement à la situation. Ruda, la plus nouvelle du groupe, se déplace avec agilité, offrant constamment à Tino des ouvertures pour attaquer. En conséquence, Tino est convaincu que Cray a planifié chaque détail avec soin. En avançant, Gilbert se remémore son passé, lorsqu'il faisait partie d'un groupe où son niveau de compétence surpassait de loin les autres. Frustré, il avait quitté l'équipe sans trop d'explications, mais il réalise maintenant que ses anciens coéquipiers avaient fait de leur mieux pour suivre son ego. Dans ce groupe, il ressent enfin l'excitation de combattre aux côtés d'Ego. Lorsqu'ils atteignent une grande salle, Tino sent une présence puissante, suspectant qu'il s'agit de la tanière du monstre boss. Bien que ses coéquipiers suggèrent de battre en retraite, Tino tient bon, réprimandant même Greg pour son hésitation malgré son expérience. Apparemment, Greg suit une règle non écrite parmi les chasseurs selon laquelle, une fois qu'ils atteignent le niveau 4, ils devraient privilégier des vaults plus sûrs et faciles à des fins de profit, en évitant les dangers inutiles. Tino comprend enfin pourquoi Cray a choisi Greg pour la mission. Lorsque Ruda demande pourquoi elle a été choisie, cependant, Tino reste silencieuse, incertaine si cela a un lien avec les forces physiques uniques de Ruda. Pendant ce temps, Cray, se précipitant vers eux, lutte pour contrôler sa vitesse. Lorsque l'équipe de Tino rencontre le monstre boss, Tino évalue rapidement ses faiblesses et positionne son équipe stratégiquement. Les attaques du monstre sont puissantes, et sa peau est très résistante, mais Tino charge sans hésiter, suscitant l'admiration de Ruda. Lorsque le monstre frappe, l'épée de Greg se brise, mais Ruda parvient à le sauver juste à temps. Tino enchaîne en attaquant le coup du monstre, et ils finissent par le vaincre. Bien que la jambe de Tino soit blessée, une potion leur permet de rester en sécurité. Greg, frustré par son épée brisée, essaie de passer outre alors qu'il se concentre à nouveau sur leur mission. Soudain, Tino tend son épée à Greg, mais à ce moment-là, une nouvelle menace surgit. Le monstre boss qu'il croyait avoir vaincu réapparaît, maintenant accompagné de plusieurs versions lourdement armées de lui-même. Cela prouve que le Vault est en effet une anomalie. Avec la jambe blessée de Tino, il réalise qu'ils ne tiendront pas longtemps face à cette nouvelle vague. Tino dirige alors son équipe vers une grotte étroite, espérant que son passage exigu gênera les monstres. Cependant, en entrant, les monstres scellent l'entrée, ne leur laissant pas d'autre choix que de se battre. Sans autre option, Greg et Gilbert se portent volontaires pour servir d'appât, donnant aux femmes une chance de s'échapper, mais Tino ne peut supporter l'idée de sacrifier ses coéquipiers. Elle réfléchit intensément, imaginant ce que Cray ferait dans une telle situation, puis se souvient de la bague qu'il lui a donnée. Une idée lui vient soudain, elle pourrait utiliser la bague pour viser les yeux du monstre. Suivant ce plan, Gilbert attaque en premier, suivi de Greg, et enfin, Ruda lance son poignard précisément comme Tino l'a indiqué. Voyant l'opportunité, Tino se prépare à activer la bague. Heureusement, elle s'était entraînée à tirer avec Cray et se sent confiante dans son tir. Avec un éclat de lumière, Tino aveugle le monstre, créant une brève ouverture pour leur évasion. Cependant, Gilbert charge seul et finit par être touché par une attaque. Tino se précipite pour vérifier son état, mais cette action les coince davantage. Juste au moment où Tino est sur le point de perdre espoir, le monstre s'effondre soudainement, grâce à l'intervention et au coup précis de Cray, arrivé juste à temps. L'excitation envahit Tino à la vue de Cray. Peu après, les monstres en face de Cray semblaient afficher des expressions étranges, et bien que Greg l'avertisse des monstres derrière lui, ces créatures restaient à distance. Même si Cray n'était pas certain de ce qu'étaient ces créatures, leurs attaques n'avaient aucun effet sur lui. En voyant cela, Gilbert et les autres étaient impressionnés, assister à la force d'un chasseur de niveau 8 était réellement impressionnant. Cray utilisa ensuite son anneau de soie, frappant le monstre avec précision. En secret, il savait que cet anneau n'était qu'un objet de démonstration, manquant de véritable puissance. Pour la première fois, Cray ressentit de la peur, le monstre brandissait une arme redoutable, et il était maintenant plus concentré sur sa propre fuite que sur le sauvetage. Déterminé à sortir rapidement, Cray libéra un artefact interdit. Lorsqu'il l'activa, les monstres furent temporairement aveuglés, ce qui permit à Cray de commander à tout le monde de courir. Cependant, Tino, ralenti par sa jambe blessée, restait derrière. En conséquence, Cray resta à l'arrière pour les couvrir. Gilbert leur criait de courir plus vite, bien qu'en vérité, Cray aurait lui aussi préféré pouvoir courir devant. Pour Tino, être secouru par Cray raviva des souvenirs de son passé. Lorsqu'elle était enfant, Grieving Soul l'avait sauvée d'un groupe de voyous. Depuis ce moment, Grieving Soul était devenu son modèle, et elle voyait Cray comme une figure presque divine. Une fois en sécurité, Ruda fit remarquer combien Tino les avait aidés.
Tino montra immédiatement sa blessure, espérant que Cray la soigne. Cray utilisa alors son meilleur artefact de soin, la rétablissant instantanément. Curieux de voir Cray utiliser constamment des artefacts, Gilbert lui demanda s'il ne pouvait pas pratiquer la magie. Cray expliqua qu'il comptait uniquement sur les artefacts. Prenant conscience que la situation était trop risquée pour continuer à se battre, Cray décida qu'il devait battre en retraite et proposa à tout le monde de le suivre, bien qu'il n'ait aucune idée de la direction à prendre. Dans un flashback, les membres de Grieving Soul admiraient une fois la collection d'artefacts de Cray. Citri fut attiré par un sac que Cray affirmait pouvoir stocker des objets infiniment. Citri et Lucia devinèrent que cela devait être précieux, mais découvrirent que le sac ne pouvait contenir que du chocolat. Puis, Liz trouva un bracelet intrigant, mais en l'activant, elle fut projetée en arrière. Cray expliqua qu'il s'agissait d'un anneau labyrinthe qui déséquilibrait son porteur. Ensuite, Luke attrapa une épée au hasard et fut immédiatement possédé. L'épée était maudite, capable de rendre fou des gens ordinaires. Sachant cela, Liz et Luke finirent par utiliser ces artefacts dangereux pour s'entraîner, montrant que même les objets apparemment inutiles pouvaient encore servir. De retour au présent, Cray et les autres restaient piégés dans le repère du loup blanc. La tanière était un labyrinthe avec des chemins identiques, forçant Cray à les guider malgré le fait qu'il pensait que Tino était plus qualifié pour naviguer grâce à ses compétences. Lorsque Cray se retourna pour parler à Tino, le groupe fit de même, comme s'il s'attendait à un ennemi derrière eux. Sujet à trop réfléchir, Cray s'inquiéta que Tino puisse être contrarié contre lui, mal à l'aise à l'idée qu'elle ne veuille peut-être pas lui parler. Alors que Cray avait l'air perdu, Gilbert questionna leur direction, se demandant s'ils cherchaient vraiment une sortie. Cela irrita intérieurement Cray, car trouver une issue était évidemment leur objectif. Tino ajouta qu'ils devaient comprendre le but de ce test, notant que leur chemin semblait les éloigner davantage d'une sortie. Peu après, Cray commença à se sentir étourdi, mais à un croisement, il comptait initialement tourner dans une direction. Cependant, les autres se précipitèrent dans une autre direction et découvrirent les aventuriers qu'ils avaient été envoyés pour secourir. Après avoir donné des potions aux aventuriers, Rudolph, leur chef, les remercia sincèrement. Tino suggéra rapidement qu'il adresse ses remerciements à Cray, qui avait trouvé leur position, bien qu'en réalité, ce n'était que par chance. Ruda fit alors remarquer que le groupe secouru était encore trop faible et aurait besoin de nourriture, ce qui rappela à Cray son sac enchanté rempli de chocolat. Cela impressionna encore plus Tino. Elle pensa que Cray méritait réellement des éloges, surtout lorsqu'il lui demanda de récupérer plus de chocolat. Greg réfléchit alors à l'équipe de Rudolph, intrigué de voir comment des chasseurs de niveau 5 avaient pu se retrouver piégés. Particulièrement parce que le loup boss qu'ils avaient affronté ne semblait pas si redoutable. Rudolph expliqua que leur menace principale n'avait pas été des loups ordinaires, mais de petites créatures masquées en crâne, nées de malédiction et de vengeance, des fantômes. Au départ, l'équipe de Rudolph était confiante, mais la force du boss anormal dépassait largement leurs attentes, repoussant sans effort l'attaque la plus puissante de Rudolph. Bien qu'ils aient réussi à fuir, Rudolph compara la puissance du boss à celle de l'aventurier légendaire connu sous le nom de Mille Lames, Luke, l'ami de Cray. Cette comparaison agaça légèrement Cray, car il était certain que si Luke avait connu un tel monstre, il l'aurait déjà éliminé depuis longtemps. Bien que Tino ne soit pas aussi forte que Luke, Cray estima qu'elle n'était toujours pas prête à affronter ce boss. Une rencontre maintenant serait dangereuse. Voyant l'inquiétude de Rudolph, Ruda demanda conseil à Cray, bien qu'il n'ait en réalité aucune idée de ce qu'il fallait faire. Cependant, il pensa soudainement à prendre le chemin le plus court pour sortir du labyrinthe au plus vite. Étant donné que Tino avait dirigé la mission depuis le début, Cray lui laissa la décision finale, suggérant qu'ils avancent lentement pour s'assurer que personne ne reste derrière. Bien qu'ils craignent secrètement de ne pas suivre leur rythme. Ils décidèrent alors de retourner vers la salle du boss, car Tino suspectait que la sortie pouvait être à proximité. Par mesure de sécurité, Rudolph proposa de servir de bouclier s'il rencontrait à nouveau le monstre boss, promettant de protéger ses amis. Cependant, Tino se mit en colère contre cela, affirmant fermement qu'avec Cray là, il devrait être en sécurité. Le bouclier de Rudolph semblait même prêt à rivaliser pour être le meilleur bouclier, mais Cray rappela à tout le monde de se concentrer sur leur objectif principal, sortir. Soudain, un hurlement de loup résonna, ce qui fit paniquer légèrement Cray. Il réalisa qu'il ne lui restait que 5 anneaux de vie, que son artefact de Slim de Citri avait disparu, et que son épée était restée à leur base. Au même moment, sentant une présence approcher, Greg se plaça rapidement pour protéger les blessés, et Tino perçut quelque chose de puissant se rapprocher. Se préparant, Cray activa son plan d'urgence, prêt à affronter ce qui arrivait. Bientôt, la pièce devint violette, ce que Rudolph reconnut immédiatement comme un signe de l'arrivée du boss. L'aura était terrifiante, faisant trembler tout le monde.
Lorsque Tino aperçut la silhouette, elle ressentit une peur intense et pour la première fois, chercha protection auprès de Cray. Alors que l'inquiétude gagnait le groupe, une silhouette masquée apparut soudain derrière le boss et le repoussa d'un coup de pied. C'était Liz, une membre de Grieving Soul. Liz s'approcha de Cray avec légèreté et demanda qui étaient les personnes derrière lui. En enlevant son masque, tout le monde fut choqué de réaliser que Liz était humaine. Apprenant qu'il connaissait Cray mais pas elle, Liz s'irrita, supposant qu'ils étaient simplement des aventuriers inexpérimentés. Elle expliqua qu'elle était venue en urgence après avoir entendu Eva, mais elle trouva Tino en train de se cacher, ce qui l'agaça. Selon elle, sa disciple, Tino, aurait dû être capable d'affronter un boss de ce niveau sans peur. Sa frustration augmenta en voyant le manque apparent de confiance de sa disciple. Quand Gilbert essaya de défendre Tino, Liz le repoussa d'un coup de pied, montrant à quel point une femme en colère pouvait être redoutable. Liz gronda alors sévèrement Tino, la forçant à s'agenouiller pour s'excuser. À ce moment-là, Cray intervint, louant le courage de Tino, soulignant que sans ses efforts, il n'aurait peut-être pas survécu. Il complimenta également Liz pour apaiser son humeur. En entendant les éloges de Cray, la colère de Liz s'apaisa. Ses paroles devenaient plus douces alors qu'elle reconnaissait le talent de Tino, affirmant que son seul défaut était la peur de la mort. Décidant de montrer la bonne manière de combattre, Liz se prépara au combat. Soudain, un monstre loup les attaqua avec une mitrailleuse. Pour Liz, les balles semblaient se déplacer au ralenti, elle les détourna facilement, attrapant même quelques-unes avec désinvolture. Offensée par une telle attaque, Liz devint encore plus furieuse et gronda Tino, l'accusant de la faire passer pour une idiote. D'un seul coup, Liz terrassa le loup gigantesque. Ils firent alors face au boss masqué, et Liz, sans hésitation, bloqua son épée avec seulement 2 doigts avant de lancer une série d'attaques. Tino regardait, impressionné et troublé par cette démonstration, tandis que Cray souriait simplement, amusé qu'un tel boss puisse être comparé à Luke. On révéla que Luke et Liz avaient toujours été des rivaux, presque égaux en puissance et constamment en compétition pour être les meilleurs. Cette rivalité avait poussé chaque membre de Grieving Soul à devenir plus fort, à l'exception de Cray. Une fois le combat terminé, Cray s'approcha de Liz et la couvrit d'éloges pour maintenir sa bonne humeur. Connue sous le nom de l'ombre imparable, Liz était la personne la plus rapide au monde, ses mouvements étaient si rapides que son ombre était à peine visible. Le lendemain en ville, Gilbert remit son épée précieuse à Cray, déclarant qu'il voulait repartir à zéro avec son ancienne équipe. Inspiré par les événements de la veille, il avait pour objectif d'atteindre une vitesse semblable à celle de Liz en 1 an. Tino suggéra alors que Gilbert porte un masque comme eux. Curieux de savoir la signification des masques, Gilbert apprit qu'il y a 6 ans, Cray avait commandé des masques personnalisés pour tous les membres de Grieving Soul. Mais en les recevant, Cray avait réalisé qu'il avait fait une erreur. Les masques n'avaient pas de trou pour les yeux, rendant impossible de voir quoi que ce soit dans l'obscurité. Cet après-midi-là, alors que Liz dormait profondément dans le bureau de Cray, il sortit de sa pièce secrète, épuisé. Il avait cherché le Slim Citri, mais n'avait trouvé aucune trace de celui-ci, ce qui le fit se sentir résigné. Un flashback d'1 an plus tôt montra Citri lui confiant le Slim, lui demandant de s'en occuper. À l'époque, Cray n'avait pas pris cela très au sérieux, pensant que c'était une tâche simple. Mais Citri, une alchimiste de génie surnommée l'Indomptable, avait l'habitude de confier ses étranges expériences à Cray. Il avait donc nommé le Slim en son honneur, Slim Citri. Quand Cray avait tenté d'ouvrir le récipient du Slim, Citri l'avait averti de ne pas le faire imprudemment, affirmant que cela pourrait détruire la capitale impériale. À cause de cela, Cray se souvenait que Citri lui donnait souvent des objets bizarres qui causaient plus de problèmes qu'il n'en valait la peine. Pourtant, le Slim Citri restait maintenant introuvable. En y réfléchissant, Cray réalisa que le récipient était déjà vide la dernière fois qu'il avait vérifié la réserve. N'ayant reçu aucune nouvelle à son sujet, il pensa qu'il avait peut-être toujours été vide, peut-être une blague de Citri, bien qu'il se sente toujours inquiet. Pendant ce temps, au repère du Loup Blanc, une équipe envoyée par l'association enquêtait sur les anomalies, prenant la tâche au sérieux compte tenu de l'implication personnelle de Cray. De retour au quartier général, Cray, fatigué d'une nuit sans sommeil et toujours préoccupé par le Slim Citri, fut approché par Eva. Elle lui transmit la demande de l'association concernant un rapport sur le repère du Loup Blanc. Cependant, Cray rejeta cette tâche, suggérant à Eva de demander les détails à Tino, qui avait dirigé la mission. Malheureusement, Tino était en train de s'entraîner avec Liz et ne pouvait être dérangé. Toujours préoccupé par le Slim Citri, Cray demanda négligemment à Eva s'il y avait eu des mouvements inhabituels dans la capitale impériale, mais Eva rapporta qu'il n'y avait rien de suspect. Ne voulant pas s'y attarder, Cray décida d'aller voir Tino. Cependant, Eva, bien consciente que les remarques désinvoltes de Cray se révélaient souvent exactes,
se sentit obligé d'enquêter plus profondément. Surtout si la sécurité de la capitale impériale était en jeu. Devant la salle d'entraînement, une foule s'était rassemblée, incapable d'entrer. Sven, l'un des spectateurs, se plaignit à Kraï que l'entraînement de Lise bloquait leur pratique. Sven était curieux de savoir pourquoi Lise, qui aurait dû être dans un coffre de haut niveau, était soudainement revenue. Kraï répondit simplement qu'il n'en savait rien. La priorité était de sauver Tino, qui gisait immobile lorsque la porte fut enfin ouverte. Les méthodes d'entraînement de Lise semblaient brutales, et Kraï craignait que si Tino ne se remettait pas, Lise puisse accidentellement lui causer encore plus de mal. Kraï intervint dans l'entraînement de Lise, ce qui lui valut un regard noir de sa part. Lise admit que Tino avait du talent et pourrait même la surpasser un jour, bien qu'elle estimât que Tino manquait de motivation. Kraï répondit avec un sourire doux et des mots gentils, ce qui adoucit l'humeur de Lise suffisamment pour qu'elle interrompe son entraînement et se détende avec lui. Juste à ce moment-là, Tino attrapa la jambe de Lise, ravivant sa fureur. Tino avait enfilé le masque emblématique de Grieving Soul, signalant que son esprit était revenu et qu'elle était prête à poursuivre son entraînement sans faiblir. Par la suite, Sven évoqua les routes bloquées au nord, causées par des apparitions de fantômes et la mort de chevaliers envoyés pour enquêter dans la région. Cela poussa Kraï à réaliser qu'il se passait quelque chose d'étrange au repère du Loup Blanc, ce qui expliquait probablement pourquoi Gark lui avait demandé d'enquêter. Frustré par le timing, Kraï souhaita qu'Ark, connu pour sa force, son intelligence et sa fiabilité, soit présent. Pendant ce temps, Sven fut frappé par le comportement détendu de Kraï, qui semblait indifférent aux problèmes qu'il ne jugeait pas être de son ressort. Soudain, Kraï eut l'idée d'envoyer Sven transmettre un message à Gark, disant qu'il était trop occupé pour être dérangé. Henrik, qui se tenait à côté de Sven, fut perplexe face à l'attitude désinvolte de Kraï, se demandant s'il était réellement aussi puissant qu'il le prétendait. Sven expliqua que bien que le comportement de Kraï paraisse souvent insouciant et maladroit, ses paroles portaient généralement un sens caché, laissant souvent ceux qui recevaient ses conseils découvrir les réponses par eux-mêmes. À l'association, Gark lisait le dernier rapport sur le repère du Loup Blanc. Bien que les observations indiquaient que tout semblait normal, cela n'expliquait pas pourquoi l'activité fantomatique dans le coffre avait augmenté et pourquoi leur nombre avait explosé. Gark resta prudent, surtout en sachant que Kraï, habituellement paresseux et détendu, s'était personnellement rendu sur place pour enquêter. Décidant de le voir directement, Gark prévoyait de rencontrer Kraï le lendemain. Pendant ce temps, la secte magique de la Tour Akashique faisait progresser secrètement son propre projet. Les membres de la secte s'inquiétaient de plus en plus que Kraï ait découvert l'une de leurs expériences. Derrière ce projet se trouvait une figure majeure, et l'objet massif qu'il développait perturbait le flux énergétique de la Terre. Son pouvoir était si immense qu'il pouvait modifier les propriétés d'un coffre de reliques. L'objectif principal de ce projet était de permettre à la secte de créer des coffres personnalisés à volonté. Cependant, Sophia, la responsable de la sécurité, était actuellement absente, et Noctus, le maître reclus de la secte, ordonna à ses subordonnés de recueillir le plus d'informations possible sur Kraï pour trouver une solution. Dans la capitale, un immense incendie éclata soudainement, déclenché par un slim géant, prenant les équipes d'évacuation au dépourvu. Cependant, ce n'était qu'un cauchemar qui hantait Kraï, encore troublé par la disparition du slim Citri. Juste à ce moment-là, Lise se réveilla, et Kraï réalisa qu'il se sentait surchauffé parce qu'elle l'avait enlacé pendant son sommeil. Sans beaucoup d'explications, Lise invita Kraï à passer la journée avec elle, ce que Kraï, n'ayant aucune raison de refuser, accepta. Dans le hall du clan, Gark arriva juste au moment où Kraï s'apprêtait à partir. Lise, irritée à l'idée que Gark interrompe son rendez-vous, exprima son mécontentement concernant la dépendance excessive de l'association envers Kraï. Elle dit fermement à Gark que le problème actuel était de sa responsabilité. Offensé, Gark, malgré ses bonnes intentions, se retrouva dans une dispute animée avec Lise. Pendant que les deux se chamaillaient, Kraï les invita calmement à poursuivre leur discussion à l'étage. Après avoir parcouru le rapport, Kraï les rassura en disant qu'il n'avait rien trouvé de suspect, bien qu'il laissa échapper par accident un indice sur une autre préoccupation. Avec habileté, Kraï redirigea la conversation, évitant soigneusement de révéler quoi que ce soit sur le dangereux Slim qu'il avait relâché. Tentant de détourner davantage, Kraï suggéra qu'Ark devrait s'occuper du problème à sa place, affirmant qu'il manquait des compétences nécessaires. Pendant ce temps, le hall était presque détruit par l'affrontement de Lise et Gark, qui s'intensifiait. Alors que Lise continuait de provoquer Gark, sa colère atteignit son apogée, forçant Kraï à envisager comment les arrêter, car Gark, ancien chasseur d'élite de niveau 7, pouvait rivaliser avec la force de Lise. Heureusement, le combat prit fin lorsque Lise s'accrocha à Kraï, ce qui fit céder Gark. De retour à l'association, Eva fut choquée de voir le hall en ruine et organisa calmement les réparations aux frais de l'association. Pendant ce temps,
Lise et Cray profitèrent de leur rendez-vous. Lise mentionna avec désinvolture que Gark semblait plus faible, mais Cray supposa que Lise avait simplement gagné en force. Lise partagea ensuite sa frustration de ne pas être encore assez forte pour relever les défis du coffre du Palais de la Nuit, un projet personnel pour elle et son équipe. En entendant cela, Cray ressentit un frisson en imaginant les monstres à l'intérieur et demanda à Lise comment il se comparait au boss du repère du Loup Blanc. Pour Lise, le monstre du repère du Loup Blanc n'était pas assez puissant pour être qualifié de boss. Sachant que Citri et les autres étaient toujours au Palais de la Nuit, Cray devint anxieux, espérant qu'il reviendrait bientôt, craignant que le slim relâché ne cause des ennuis. Lise, remarquant sa tristesse, lui demanda ce qu'il ferait si tout s'effondrait. En souriant, Lise répondit nonchalamment qu'elle s'enfuirait avec lui dans un pays tropical au bord de la mer. Soudain, Lise donna son sac à Cray et captura une personne qui les observait. Cray fut surpris tandis que Lise devint méfiante. À ce moment, Cray l'arrêta avant qu'elle n'accuse la personne, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un civil. Mais lorsque Lise tenta de s'approcher, la silhouette s'enfuit dans les bas-fonds. Cray soupçonna qu'il s'agissait probablement de quelqu'un de la secte magique, mais il décida de continuer son rendez-vous d'abord, prévoyant de s'occuper de l'observateur plus tard. Morale de l'histoire, si vous avez peur des loups fantômes, évitez peut-être la chasse au trésor dans des repères hantés. Ou au moins, emmenez quelqu'un qui sait gérer des loups armés de mitrailleuses.